allons parler de la fameuse mobilisation du 10 septembre. Mobilisation du 10 septembre. Parce que on entend un peu tout et n'importe quoi sur la mobilisation du 10 septembre, et force est de constater qu'en 2 jours, le traitement médiatique de la mobilisation du 10 septembre a déjà drastiquement évolué. Et donc moi, ça m'intéresse tout particulièrement d'en parler, puisque là, au moment où je parle, ça y est, tous les partis de gauche soutiennent. Alors, juste qu'on soit d'accord, on va refaire un peu l'origine de ce mouvement du 10 septembre. Ça me paraît quand même intéressant d'en parler. Alors, à l'origine, ce truc de la mobilisation du 10 septembre, ça vient de plusieurs comptes et de plusieurs sphères un peu cryptiques, très clairement. Depuis le mois de juillet, globalement, depuis les annonces de François Bayrou. Et à la base, c'est surtout un groupe Telegram qui était actif et qui a ensuite été relayé par des souverainistes. Notamment le compte Les Essentiels, donc un compte, des gens dont la ligne politique, c'est patriote, faut sortir de l'euro, un peu Florian Philippot-Thiers. Et d'ailleurs, vous croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, j'ai vu que Myriam Palomba, qui est une proche de Philippot et une complotiste de première, est l'une des premières soutiens de cette mobilisation, avec d'autres personnes qu'on va trouver comme Jean Messia, par exemple. Donc, à la base, effectivement, ça émane surtout d'un compte souverainiste, un peu complotiste. Dans les premières figures qui soutiennent, on trouve aussi d'anciennes figures gilets jaunes, mais des confus, des gens qui à la fois se disent de gauche, des gens qui se disent ni de gauche ni de droite, des gens qui clairement sont en mode anti-vax, passe nazitaire. Donc bon, on est vraiment sur des profils de gens qui sont en mode refus et rejet de toute autorité. Et beaucoup de gens d'extrême droite aussi, malgré tout, dans cette... Vous allez voir, c'est intéressant. Dans ce sillage. Et puis, sur TikTok, le 24 juillet, est lancé un appel au blocage de la France le 10 septembre. Et à la base, c'était censé reprendre... le premier appel, c'était... blocage sous forme de confinement, genre tout le monde s'auto-confine le 10 septembre, plus personne ne sort de chez soi, on met le pays à l'arrêt, personne ne va au travail, personne ne va à l'école, personne ne va dans les magasins, résistance silencieuse un peu à la Gandhi, quoi. Bon, alors, ça, ce genre de mouvement, on en a déjà connu plein. Moi, ça me fait penser... par exemple, à Eric Cantona qui disait il faut, à partir de demain, tout le monde retire l'argent des banques, comme ça on fait s'effondrer le système financier, on arrête de payer par carte bancaire, ce genre de truc. Ce genre un peu de mouvement spontané, on va bien leur montrer comme si c'était sans impact. Merci Screwio pour le sub. Évidemment que vous ne pouvez pas décider de ne pas aller au travail du jour au lendemain. Vous êtes licencié. En fait, vous pouvez être licencié. Enfin, genre... c'est dans leur tête, pour eux, c'est si demain personne ne se lève et que 100% de la France serait chez soi, ils sont bien emmerdés. Oui, mais bon, factuellement, on sait que même déjà quand il y a des piquets de grève et même déjà quand la mobilisation est encadrée, c'est déjà chiant. Donc, bon, clairement, ça émane, on le voit, dans les revendications, dans les annonces, de gens qui sont pas très au fait ni de la loi, ni des luttes telles qu'elles existent déjà. Il y a un côté un peu naïf et en même temps un côté un peu candide, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire. Oui, voilà, on va trouver du Francis Lalanne, etc. C'est un peu la France de l'hydroxychloroquine. Bon. Et puis après, sur Twitter, on a eu le hashtag Bloquons tout. Et là, ça a commencé à bouillonner dans des cercles qui sont à la fois des cercles d'extrême droite et des cercles qui sont plutôt à gauche. Alors moi, je vous fais pas du tout la théorie du fer à cheval. Je pense juste que ceux qu'on en marre des macronistes, globalement, se sont réveillés, quoi. Et parce qu'ils étaient déjà bien réveillés. Et donc, en fait, ce proto-mouvement émet déjà quelques revendications. Alors, on trouve il y a des visuels un peu dégueulasses qui ont circulé, genre Abbas Dia vraiment moche, un peu fafetière, un peu en exploitant des fois des codes, des codes de la Seconde Guerre mondiale, enfin des trucs un peu cryptiques, un peu en mode complot.
J'ai même vu des gens dire oui, toutes les élites politiques sont en ton complot avec les pédophiles, blablabla. Enfin voilà. Globalement, c'était le merdier. Le merdier de ouf. Mais on retrouvait dans les premières revendications, des premiers tracts, des premières affiches, des premiers trucs, des choses qui sont vraiment très gilets jaunes. Gratuité des transports, par exemple. Pas de TVA sur les produits essentiels. Le référendum d'initiative citoyenne. Et puis, bah, du coup, les trucs dont j'ai parlé, donc stop carte bancaire, stop course, boycott Auchan, boycott machin. Et puis après, d'ailleurs, alors boycott toutes les entreprises qui ont des politiques salariales dégueulasses, notamment les grands groupes. Ça ciblait beaucoup, j'ai vu Carrefour et Auchan. Et puis, j'ai commencé à parler de la grève. Et puis, certains appellent à la résistance silencieuse, certains appellent à la résistance armée. Certes, genre en mode voilà, les casserolades mais plus genre sortez mais sachez en gros on va venir vous chercher, donc défendez-vous. Et puis certains appellent aussi par exemple à la hausse de salaire. Donc en gros on a quelque chose de très protéiforme. Et il y a une chose qui s'est passée assez rapidement, c'est que une partie, on va dire, je le cite directement, du militantisme gauchiste d'Internet s'est dit, ces gens-là, poubelle, ils sont trop confus, ils sont trop perdus, nous on n'y va pas, ils sont pas assez solides, ils sont pas assez purs, ils sont pas assez machin. Moi je trouve que c'est une terrible erreur. Je trouve qu'il faut soutenir ce mouvement, tout comme Jean-Luc Mélenchon a décidé de le soutenir un peu précocement, on va en reparler juste après, sur le soutien politique. Il faut, en fait. Il faut. Moi, je suis d'accord avec Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, qui a dit la chose suivante. Il faut voir dans cet appel à la mobilisation une opportunité comme en 2018. Le RN et ses députés seront largués de fait de la mobilisation. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai. L'extrême droite ne surfe sur la colère que quand elle est isolée ou individuelle. Quand elle devient collective, elle en est toujours coupée. Et je suis absolument d'accord avec ça. Absolument. Et quand il y a un mouvement protéiforme qui émerge, ça en fait, c'est ce à quoi ressemble le peuple en fait. C'est bien sympa de dire le peuple tous les jours et tous les matins, mais le peuple il ressemble à ça. Le peuple il ressemble aussi à plein de gens qui ont plein d'intérêts divergents. On va le voir juste ensuite, juste après. Plein de formes de lutte différentes, plein d'idées différentes. Ils sont un peu tous perdus. Certains sont très basés, certains ne le sont pas du tout. Certains sont confus, certains sont racistes même, faut le dire. Hein. Mais en même temps, le peuple, c'est ça. Et là, tout le peuple a décidé, une bonne partie du peuple a décidé de foutre Emmanuel Macron dehors. Peut-être pas Emmanuel Macron dehors, en tout cas François Bayrou dehors. Et moi, il y a un compte Instagram aussi qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre, dont je vais vous lire l'une des stories que je trouve aussi très très juste, qui est la chose suivante. Donc, 2 points, je cite, ouvrez les guillemets. Stop aux logiques militantes paternalistes. On va vous expliquer ce que vous vivez, on va vous dire comment vous révolter proprement, en restant fréquentable, en triant le bon grain, mais pas tout de suite, un jour, quand les conditions se réunissent, quand vous serez assez éduqué, avec des actions polies qui ne changent pas trop les choses. Ces moments d'embrasement ne se décident pas et ne se présentent pas tous les 4 matins, ils n'ont pas forcément la tête qu'on s'imagine ou qu'on se fantasme, ils sont populaires de fait, ils n'attendent pas de permission d'exister, à nous de les rejoindre, de les instrumentaliser, ce n'est pas un gros mot, par notre présence et même dans nos rangs. La vérité, je suis absolument d'accord avec ça. Évidemment. C'est bien sympa. Moi, je suis d'accord sur la question du fantasme. Aujourd'hui, à gauche, on fantasme trop ce qu'est le peuple. Au bout d'un moment, on peut pas juste partir avec des convaincus. Il faut aussi qu'on parte avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais dans un objectif précis. Enfin, quand vous avez plein de gens qui sont un peu confus, qui sont effectivement un peu racistes et qui postent des visuels IA un peu faf, mais qu'en même temps, leur principale revendication, c'est plus de démocratie, plus de salaire, gratuité des transports, plus de services publics, ces gens-là sont là pour défendre notre programme. Voilà, il faut vraiment. Et c'est exactement, effectivement, la même chose qu'avec les Gilets jaunes. Alors, dans ce cas-là, dans ce merdier-là, qu'est-ce que font les partis ? Et il y a quelque chose qui est très important à noter. Pendant les Gilets jaunes, la gauche avait trop peur du mouvement poujadiste. Vraiment.
trop peur des mouvements poujadistes. Donc vous savez, le poujadisme, tous ces artisans qui refusent de payer des impôts, qui se mettent à défier l'État, et qui finissent par envoyer Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée, Jean-Marie Le Pen qui fondera le Front National. Bon, on a peur de ça. On a peur. Une partie de la gauche a peur, en fait, parle du peuple tous les jours, mais on a peur. Parce qu'en fait, ce peuple, sa parole n'est pas tout à fait contrôlable. Et hélas, on est quand même dans un pays qui n'est pas totalement déconstruit. Et donc ce peuple, on a aussi un peu peur de se confronter à ce qu'il pense vraiment. Et donc ça avait mis beaucoup de temps à soutenir les Gilets jaunes. C'était une période un peu complexe qui fait qu'il y avait eu une espèce de mécanisme de rattrapage pendant le Covid. On a voulu défendre Didier Raoult, réintégrer les soignants non vaccinés, parce que j'en ai déjà parlé 15 fois, mais il y a eu une très très grande porosité entre le mouvement Gilets jaunes et les mouvements anti-vax pendant le Covid et les mouvements de soutien à Didier Raoult. Il y a vraiment eu quelque chose d'assez massif, en fait. Et d'ailleurs, moi j'en ai parlé plein de fois dans ma famille, je l'ai vu, mais de manière assez évidente, et ça a été extrêmement compliqué. Et moi je me souviens de discussions que j'ai eues avec des gens de gauche et des influenceurs de gauche à l'époque, d'ailleurs, même pour être très, très précis, où moi je disais, mais en fait les Gilets jaunes, il faut les soutenir. Ils me disaient, mais non, ces gens-là, ils sont contre la Constitution telle qu'elle existe, ils défient les institutions, c'est quand même pas normal, on est en état de droit, blablabla. Moi c'était inentendable pour moi ça. C'est inentendable parce qu'il y a un mouvement populaire spontané qui se met en place, qui demande plus d'égalité, plus de redistribution de richesses, plus de démocratie. Alors certes, ils sont pas tous propres, certes, il y en a qui disent des dingueries sur des ronds-points, mais au bout d'un moment, si là on n'y va pas, on y va quand ? Vraiment. Tu crois pas que c'est une rébellion des CSP contre les ultra-riches ? C'est ça que t'es en train de me demander ? Une rébellion des CSP plus contre les ultra-riches pourrait vraiment créer une... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Et d'ailleurs, ce qu'on apprend dans le livre de François Ruffin, et ça c'est très intéressant, c'est que donc lui a soutenu les Gilets jaunes très très tôt, et on apprend dans son livre que Jean-Luc Mélenchon voulait lui-même déjà soutenir les Gilets jaunes très très tôt. Ce que son groupe parlementaire ne voulait pas tout à fait faire. Et donc la France Insoumise a soutenu un peu tard les Gilets jaunes. Là, la France Insoumise a été accusée de les soutenir un peu trop tôt. Et c'est vrai qu'il y a une maîtrise du calendrier qui est complexe, parce que quand un mouvement social commence à émerger, mais est très balbutiant, et qu'un parti politique arrive pour essayer de prendre le lead, il peut en fait se retrouver à la tête d'une coquille vide, parce qu'en fait tout le monde a décidé de déserter, parce que tous ces gens se disent on va aller contre le système, et en fait ils ont l'impression que le système leur dit bravo, bravo, suivez-nous, on va vous montrer la voie, sauf que c'est précisément ce dont ils ne veulent pas. Donc c'est toujours compliqué en tant que parti politique de faut-il soutenir, et surtout à quel moment. Il faut soutenir, c'est sûr, ça j'en suis convaincu. À quel moment ? La France Insoumise l'a fait peut-être un peu tard pendant les Gilets jaunes, peut-être un peu tôt maintenant, mais finalement pas si tôt que ça, puisque 2 jours après, toute la gauche soutient. Et donc maintenant, on en est au stade où le RN ne veut surtout pas soutenir. Parce que du coup, Tondelier a dit il soutient la mobilisation, il soutient les syndicats. Le PCF a appelé sans détour, je cite, à participer à l'ensemble des mobilisations contre le projet Bayrou, le 10 septembre y compris. Et même Olivier Faure a dit qu'il fallait soutenir le mouvement, là, pas plus tard que tout à l'heure. Le RN, là, par contre, ils sont super gênés. Le RN, là, ils sont super emmerdés parce que le RN, au départ, ils étaient en mode, on va soutenir Nicolas qui paye. Et là, ils sont en mode, non, nous, on aimait bien l'idée, à la limite, mobilisation silencieuse, les gens restent chez eux, mais s'ils commencent à aller sur les ronds-points, s'ils commencent à aller sur la place, ça va pas le faire. Nous, on sait pas trop. Les gens ont le droit de parler, mais bon, au bout d'un moment, s'ils pouvaient... Donc moi, ça me fait gaulerie, parce qu'en fait, c'est précisément ce que dit Nicolas Framont, il a raison. C'est dès l'instant qu'une mobilisation, elle devient concrète, populaire et globale, l'extrême droite n'a pas voix au chapitre. L'extrême droite ne peut pas soutenir ce genre de choses. Précisément pas. L'extrême droite doit soutenir les CRS. Et là, pour eux, en plus, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc, je vous le dis, déjà, au moment où je parle, plusieurs grèves ont déjà été annoncées, des fois un peu en amont du mouvement. Par exemple, la CGT Mine Énergie annonce une grève le 2 septembre, Force Ouvrière annonce une grève le 1er septembre,
Les hôpitaux publics parisiens aussi. Les taxis ont déjà annoncé qu'ils allaient bloquer le 5 septembre la capitale, probablement pas mal de distribution de carburant et peut-être les Champs-Élysées. On a Sudrail qui appelle aussi à la grève le 10 septembre. On a l'intersyndicale qui est censée se réunir le 1er septembre pour discuter, parce que la CFDT sont pas chauds. La CFDT disent oui, peut-être. Mais du coup, la CGT a déjà pré-shot, c'est-à-dire beaucoup de fédérations départementales de la CGT et plusieurs branches de la CGT, comme la branche de la chimie par exemple, ont déjà appelé à se mobiliser et à faire grève. Et tout ça ressemble beaucoup à un mélange entre les gilets jaunes et la mobilisation contre la réforme des retraites. Et je pense que si là, maintenant, tout de suite, on obtient les deux, une convergence de ce qu'était le mouvement des gilets jaunes et de ce qu'était le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites, on peut avoir quelque chose qui, effectivement, assez tôt, peut-être mettre le pays, peut-être pas à genoux, mais en tout cas qui peut vraiment mettre Emmanuel Macron en difficulté. Alors Emmanuel Macron, non, enfin plutôt François Bayrou. Le truc, c'est que si François Bayrou saute, parce que la France Insoumise a déjà annoncé qu'il voulait faire tomber François Bayrou via une motion de censure, et il ne fait absolument aucun doute que François Bayrou risque de tomber, sauf si le RN le sauve. Il faudrait pas que ce soit la fin de tout. Faudrait pas que ce soit la fin de tout. Alors là, moi, je trouve la France Insoumise d'élus, c'est qu'ils sont encore sur ce truc, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, c'était d'ailleurs dans le programme d'orientation, on va faire démissionner Emmanuel Macron pour convoquer des élections présidentielles anticipées. Comme ça, nous, on a déjà le candidat, et dans 3 semaines, c'est Mélenchon président. Bon, moi, très honnêtement, j'y crois pas du tout. Genre, dans aucun monde, je crois que ça ne se passera comme ça. Je crois que dans aucun monde, Emmanuel Macron démissionne, de toute façon. Le PS ne la votera pas. Non mais attends. Si tout le monde est dans la rue, et que François Bayrou n'a aucune chance, bien sûr que le PS la votera. Enfin, arrêtez. Je ne veux pas avoir cette discussion que j'ai tout le temps. Je pense. Je pense quand même. Hein. Je vois pas dans quel monde le PS ne censurerait pas. Mais bon, ça c'est vous et vos fantasmes sur le PS. Vous savez, j'adore ce lore de le PS traître permanent. L'impression que le PS c'est Judas. Au bout d'un moment... Judas était aussi un apôtre. Hein. Voilà. Il faut que j'arrête avec les métaphores bibliques, mais en ce moment... Oui, la dernière chose que voudra le PS dans ce moment-là, c'est de sauver Emmanuel Macron. Hein. C'est quoi l'intérêt pour du PS de voir Mélenchon ? Je comprends pas la question. Donc le 10 septembre, il faut soutenir. Il faut absolument soutenir. Voilà. Si c'est le bordel dans la rue, il y aura une abstention du RN et des LR au nom de l'ordre. Sûrement. De voir Mélenchon président, mais c'est pas... c'est deux choses différentes. Non, le PS n'a pas du tout pour intérêt de voir Jean-Luc Mélenchon président, mais sache que si jamais François Bayrou est censuré, Jean-Luc Mélenchon ne devient pas président. Ce n'est pas parce que le PS censurerait François Bayrou que Mélenchon deviendrait président. Ce sont deux choses... Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires entre la potentielle démission de François Bayrou et la potentielle élection à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il y a vraiment... il y a beaucoup d'étapes entre. Sinon, les jours fériés en mois, on en parle. Ben, en fait, c'est précisément le motif sur lequel l'intersyndicale a envie de me mobiliser. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la question du jour férié, elle est déjà passée à la trappe. Vraiment, les principales revendications, c'est plus de démocratie, plus de pouvoir d'achat, là, actuellement. Non, mais... il faut vraiment que vous compreniez quelque chose de très important. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais... censure du gouvernement ne veut pas dire dissolution. Ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, les deux choses ont totalement été décorrélées, y compris dans le passé. Quand Michel Barnier est tombé, on n'a pas reconvoqué d'élection. D'ailleurs, on n'aurait pas pu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as déjà fait un point dessus plus tôt ? Sur le mouvement du 10 septembre, oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, mais il faut y aller, il faut y aller. Et oui, dedans, vous allez avoir des Karim et des Abdel qui vont parler avec des Corinne et des Sylvie qui votent à l'extrême droite. Bah, c'est évident.
C'est évident, bien sûr. J'espère que lorsqu'ils se parleront, et s'ils se parlent pas, c'est pas grave d'ailleurs, et s'ils se parlent, ça nous fera un moment d'anthologie pour se rendre compte qu'en fait, ces gens-là luttent pour la même chose. C'est toujours un peu compliqué, mais oui. Voilà, vraiment, toi, j'ai pas vu. Salut, Dari. Donc on repart avec qui aujourd'hui comme Premier ministre? Ah, mais vous savez qu'Emmanuel Macron, il peut nommer son chien. Enfin, il peut pas nommer son chien. Il peut nommer sa femme s'il veut. Emmanuel Macron, il peut nommer un cousin s'il veut. Je sais même pas si t'es obligé d'être français pour être Premier ministre. C'est Emmanuel Macron choisit qui il veut comme Premier ministre. Après, il faut que ça tienne, il faut que l'Assemblée le suive, hein, mais... Simplement signifier qu'on en a gros tout en discutant entre nous, c'est souvent sympa, même sans espoir de grands changements majeurs. Non, mais par contre, au bout d'un moment, enfin, genre... Comprenez pas mal ce que je vais dire, puisque appeler à l'insurrection, ce n'est pas... On n'a pas le droit de le faire. Donc, je ne le fais pas. Rappelons quand même que les Gilets jaunes n'ont pas été pris au sérieux jusqu'à ce qu'ils mettent le feu à la préfecture du Puy-en-Velay et jusqu'à ce qu'ils attrapent Macron, jusqu'à ce qu'ils attrapent Macron là qui est venu, qui a voulu faire sa petite visite et qui s'est fait courser jusque sur le tarmac de l'aéroport et qui a cru et qui s'est fait insulter ses grands morts et qui a cru vraiment qu'il allait se faire choper et qu'il est reparti et qu'il a décollé avec les miquettes. Emmanuel Macron, il s'est senti obligé de prendre la parole et de proposer une prime de 2000 € à la fin de l'année nette d'impôts. Bon, c'était pas un grand cadeau, mais bon, on prend le peu qu'il y a à prendre. Ça a eu des impacts. En fait, c'est fou. Au bout d'un moment, il n'y a rien sans rien. Il faut du rapport de force. Qu'il a eu cette prime, personne, je crois. Alors, si, Léa, ma salariée, l'a eu. Il faut faire flipper. Non, en fait, c'est très con, mais le truc là des taxis. En plus, il y a les taxis qui se foutent dans le bail. En fait, il commence à y avoir des professions libérales qui se foutent dans le bail. Il faudrait les agriculteurs en même temps. Je vous jure, il faut les agriculteurs en même temps. Il y a moyen que ça arrive. Il y a vraiment moyen que ça arrive, les agriculteurs. Là, l'État, Macron a signé les décrets. Hein. La loi, on a eu beau avoir 2 millions de signatures pour la pétition, la loi du plomb a été, je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas si on dit ratifié, signé, machin, je ne sais pas. Macron, il a signé le papier. Mais déjà, là, si on bloque de toute façon, le carburant, c'est une nerf de la guerre de ouf. Si les taxis commencent à bloquer les routes, les autoroutes et les stations essence, pendant que la CGT fait grève dans les raffineries, c'est vrai que bon. Donc moi, je vous le dis sans détour, le 10 septembre, il faut en être. D'ailleurs, il commence à avoir déjà des cartes de mobilisation. Il commence à avoir des cartes de mobilisation, là. Et voilà, il y a ce truc gilet jaune. Et moi, ça m'avait galvanisé de ouf, mais ça avait galvanisé plein de gens à l'époque. Et là, on est 7 ans après les gilets jaunes. Et il y a toujours Emmanuel Macron au pouvoir. Ah bah là, de toute façon, on atteint des records de pauvreté. Je pense aussi qu'au bout d'un moment, ça rend les gens fous. Hein. J'ai toujours considéré que pour avoir un bon sbeul, il faut que la Légion étrangère se révolte et que l'armée la suive. Ouais, mais là, on... Après, si tu veux vraiment faire une vraie insurrection et une prise de pouvoir, il faut l'armée. Oui, je crois pas qu'on l'ait. Je crois pas qu'on ait l'armée aujourd'hui. Et le truc, c'est que si l'armée prend le pouvoir, je ne suis pas sûr qu'elle la rende. S'il y a blocage le 10 septembre, tu peux participer? Ah bah bien sûr. Si ça bloque à Fougères, on ira voir à Fougères. Hein. On fera un petit live depuis le rond-point de Fougères.
Donc bon, moi, le principal enseignement que j'en tire, c'est qu'au bout d'un moment, les gens qui font la fine bouche en mode oui, bon, on sait pas trop qui sont les gens derrière. En fait, bah, c'est des gens comme tout le monde. C'est des gens, des gens. Si on loupe le coche et puis qu'après on leur dit votez pour nous, c'est nous qui allons tout changer. En fait, c'est fou, mais les gens marchent aussi à l'espoir et le 10 septembre, pour beaucoup de gens, incarne une forme d'espoir. Et à gauche, nous, on est censé vendre de l'espoir. Nous, on ne marche qu'à l'espoir. On a besoin d'espoir. Bah, même les fédés locales n'ont pas du tout attendu les fédés nationales pour se mobiliser sur la question de la CGT. Et là, du coup, ça évolue de jour en jour. Et même d'ailleurs, il y a de plus en plus de tweets et de messages qui en parlent. Les gilets jaunes, ouais, beaucoup de gens ne veulent pas se louper des gilets jaunes. Ça, c'est sûr. Et là, l'extrême droite, ils vont être comme ça, parce qu'après, il y a les municipales derrière. Faut savoir déjà d'ailleurs que, vous savez, mais le gouvernement a déjà dit qu'il refusait de se prononcer sur la journée du 10 septembre, mais il a déjà été demandé au ministre de ne pas quitter Paris durant la période. Donc ils s'attendent quand même à ce qu'il se passe quelque chose. Je pense. Moi, là où je suis content que le reste de la gauche ait rejoint le mouvement et que les syndicats commencent, c'est que en fait, ça va diluer la parole de chacun. Et en diluant la parole de chacun, on va vraiment avoir cette sensation de truc massif. Et ce truc qui, pour moi, est nécessaire, ce truc de il n'y a pas de chef au mouvement. Si demain Mélenchon, par exemple, est le chef du mouvement du 10 septembre, le mouvement du 10 septembre, il meurt. Faut pas de chef. C'est important. Donc c'est bien que les partis soutiennent, et c'est bien aussi que les partis, ça va être un truc un peu compliqué, que les partis soient plus là en soutien, en soutien, en appui, que comme porte-étendard. Ça, de toute façon, ça me paraît important. Spoiler, il va rien se passer. Moi, je pense que si, il va se passer des choses le 10 septembre. Et après, le truc, c'est ce qu'il va se passer quelque chose le 11 septembre, ce qui va se passer le 12, le 13, le 14. Faut savoir que de toute façon, la rentrée parlementaire, c'est quand la rentrée parlementaire? Je crois que c'est le 22. Je vais regarder, je crois que c'est le 22. Début, 14 octobre, débat sur le budget. Les députés devraient siéger en session extraordinaire à partir du lundi 22 septembre. Donc voilà. Donc déjà, il y a 2 bonnes semaines pour voir ce qui se passe. Comme ça, c'est incroyable. Vous venez en compteur, à Fougères, bien sûr, point d'exclamation en compteur. Il y a encore des places, n'hésitez pas. Puis après, on se fait le 10 septembre, on va tranquille à la fête de l'UMA, discuter, manger des saucisses et tout. Puis après, on y retourne. Puis après, on fait tomber Bayrou le 22, et puis 6ème République d'ici décembre, et puis on sera bien, quoi. Non, il n'y a pas besoin d'incarner un mouvement. Il y a ce truc de. Est-ce qu'il faut un chef au mouvement? Non, il n'y a pas besoin de chef. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de chef. Ah, moi, mon programme de la rentrée, du coup, il est fait.
À terme, un peu. Non. Non, non, je sais pas pourquoi vous êtes obsédé par il nous faut un chef, un sauveur. C'est les médias qui veulent un chef pour pouvoir l'inviter à l'interviewer. Et ils vont le faire. Les médias vont, pendant cette période de contestation, si elle dure et si elle s'installe, vont vouloir des fers de lance, vont vouloir des têtes. Des gens qui sera, il y en a eu quelques-unes. On avait eu le Vavasseur, on avait eu Priscilla quelque chose, Priscilla. On avait eu deux trois gilets, il y a eu l'avocat gilet jaune, je sais plus comment il s'appelle. Ludovski, merci. Ces gens-là, pour certains, avaient tenté l'aventure législative et ils avaient fait des scores ridiculement bas. Vraiment, des scores ridicules. Ouais, boulot, l'avocat. Eh Mais est-ce que s'il n'y a pas de chef, Macron pourrait pas inventer un avec qui pas... Non mais de toute façon, les médias, ils inventent des chefs, hein, de toute façon, c'est sûr. Bah, Juan Branco, il va en être. Hein. J'en suis sûr que Juan Branco, il en sera. Le NPAR, je ne doute pas qu'ils en seront. Je doute pas que Révolution Permanente en sera aussi. Hein. Le fait que Mélenchon veut prendre le lead est un problème. Mélenchon essaiera toujours de prendre le lead, mais là, il ne pourra pas. Il pourra pas prendre le lead. Ça, de toute façon, c'est sûr. Eh, sors de là. Allez, sors de là. Sors. Allez. On ne sait pas ce qui va émerger de cette séquence. Hein. Francis Lalanne, il va en être, oui. Oui. Qui a conscientisé vouloir une 6ème République à part les sympathisants LFI? Bah, la question de la 6ème République, elle vient du PS à la base. Donc, le PS en parle depuis longtemps. Le PS en parle depuis les années Mitterrand. Alors, autant vous dire, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, je le répète souvent ici, mais la 6ème République, c'est ni un truc de Clément Viktorovitch, ni un truc de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, à la base, c'est même plus des gens comme Garrido, etc., qui étaient porteurs de ça à la France Insoumise. Ni, je sais pas, ni un truc de, je sais pas qui vous avez d'autre en tête. Vous savez, les idées, elles ont une histoire. Et des fois, en fait, les gens, comme ils se politisent avec une personne, ils pensent que cette personne est la personne originelle liée à toutes ces idées. En fait, les idées, elles ont aussi une histoire. Et en fait, la question de la 6ème République, c'est une question qui existe depuis que la 5ème existe, en vrai. Hein. Le fameux coup d'état permanent, effectivement. Attribué à Arnaud Montebourg. Non, mais même Ségolène Royal, elle en parlait. Je suis sûr qu'il y a un article Wikipédia sur la 6ème République. Il y a un ouvrage de 74 qui s'appelle comme ça. C'est dans le programme des Verts en 81. Simone Veil proposait en 91 aussi de faire une 6ème République basée sur le modèle des États-Unis. Pitié non. S'il vous plaît, pitié non. Il y a eu effectivement le mouvement Mélenchon-Lineman-Drey hein, qui le proposait en 92, bien sûr. Même Jean-Marie Le Pen l'a proposé en 95. C'était qui les Verts en 80? C'était Brice Lalonde. Oh lui, on l'a oublié. Hein. Putain. Le PCF, Taubira en 2002. Après oui. Montebourg avait même essayé de coécrire une constitution de la 6ème République, mais c'est vieux comme le monde en fait. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça après, j'ai vraiment l'impression de me répéter là-dessus toutes les semaines.
La cinquième ne marche pas, faisons une sixième. Après, la cinquième a été est apparue dans des conditions vraiment très particulières. Hein. Et beaucoup ne pensaient qu'elle ne durerait pas. Hein. Et regardez, on en est. En vrai, elle a duré trop longtemps. De mon vivant, moi, je veux qu'on change de constitution. Bah, il y a une constitution pour une sixième république, ça va être comme le budget en 2026, une année des enfers. Oui, mais bon, écoutez, hein. La France trop révolutionnaire dans l'âme, non. Je trouve qu'on a un pays de moutons, hein, pour de vrai. Hein. On a un pays de droite. Hein. On a un pays de droite et en plus on a un pays de vieux maintenant, un pays de vieux de droite. La jeunesse vote à gauche, hein, dans ce pays. Hein. Mais la jeunesse, ça pèse rien électoralement. C'est la cinquième qui a duré le plus longtemps. L'expat, c'est une bonne idée. Bon, ça dépend de ta situation. Ce que t'appelles l'expat, c'est l'immigration finalement, non? Ah bah mais Macron risque de s'en sortir par un référendum. Elle aura plus duré plus longtemps en 2028, autant pour moi. Macron va vouloir s'en sortir par un référendum. Il l'a promis qu'il voulait faire un référendum. Référendum pourquoi Référendum pour nous en fumer. Ça, c'est c'est sûr. Et quelle question? Voulez-vous instaurer le RIC? Oui, non. Voilà, j'ai rétabli la démocratie dans le pays, bravo. Ah, la musique déconne. Des fois, ça arrive. Mais de toute façon, il va essayer de s'en tirer par comme ça. Hein. C'est sûr. Non, mais c'est comme le fait que c'est comme les 2 millions de signatures là qui ont été atteintes pour la loi du plomb et que finalement la loi du plomb elle a quand même été Macron il a quand même signé quoi. C'est simple, on va en reparler pour rien.
Parce que la loi, elle aura déjà été adoptée. Incroyable. Grand débat national, ouais, ou cahier de doléances, ou... Les Gilets jaunes, c'était que le week-end. Ouais, c'est tous les samedis. Tous les samedis, ouais. Sur les ronds-points, c'était permanent, ouais. C'était tous les jeudis à Paris. C'est laquelle de journée qui avait débordé? C'était laquelle? C'était le 1er décembre 2018. Parce que ça pourrait avoir un impact sur la voix de la France à l'international, notamment dans l'engagement de la France sur les pourparlers Russie, USA, Ukraine. Bah, en vrai, potentiellement. D'ailleurs, il y a pas mal de comptes pro-russes qui alimentent le truc de faux comptes russes qui alimentent le truc du 10 septembre. Ça a déjà été identifié, notamment sur Twitter. Mais de toute façon, les Russes, ils alimentent tout ce qui favorise l'instabilité en Occident. C'était pendant l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. C'était la troisième mobilisation. Faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes, pour voilà, faire la rétrospective, ça apparaît en octobre 2018, mais les premières actions concrètes démarrent le 17 novembre. Et à la base, c'est pour s'opposer à la réduction de la vitesse à 80 km/h et pour le prix de l'essence. Alors apparemment, c'était aussi, il y avait aussi un mouvement qui se faisait appeler Collectif Gilets jaunes qui manifestait contre la ligne Paris, la LGV Paris-Rennes qui devait être en construction à ce moment-là. Et du coup, le 29 mai 2018, une automobiliste de Seine-et-Marne, Priscilla Ludowski, pardon, dont on parlait tout à l'heure, lance une pétition en ligne pour réclamer une baisse du prix du carburant à la pompe. Là, on est encore 3 mois, 4 mois après. Donc en gros, ça a cook pendant une partie de l'été. La pétition avait atteint 1 million de signatures. Donc ça a cook, ça a cook une partie de l'été et septembre, octobre. Euh... Et puis les premières mobilisations, ouais. Et c'est vraiment un mouvement rural. Il y a une surmobilisation de la diagonale du vide. J'ai une carte là sous les yeux de pourcentage de gilets jaunes rapporté à la population totale. Genre la diagonale du vide est quand même bien représentée, quoi. Bien représentée. Pas que. Pas que, il y a aussi le Nord, il y a aussi quelques départements de Bretagne, etc. Ouais, mais alors, supprimer des autoroutes pour créer des LGV, oui, bah, moi je suis pour, hein, dans le principe, mais bon, c'est pas du tout le sens de ce vers quoi on va. Hein. Comment convaincre des pessimistes qui ne vont pas participer au mouvement du 10 car rien n'a dégagé Bayrou jusqu'ici? Tu sais,
On va laisser les choses se dérouler. Ça va se mettre en place. À la base, pour les gilets jaunes, hein, à la base, Marine Le Pen avait tenté de récupérer. Je suis en train de lire en même temps. Marine Le Pen avait voulu faire un rassemblement place de la Concorde pour les gilets jaunes. Ils ont fini par s'en désolidariser le RN. Euh, et ça s'est pas passé en fait. Ça s'est pas bien, ça s'est pas mis quoi. Il y avait 70% de la population française qui soutenait le mouvement hein, quand même. Le RN en a quand même profité électoralement. Le RN, ouais, le RN, oui, quand même. La gauche aussi et l'abstention. C'est quand tu regardais, je crois que c'était la moitié des gilets jaunes ne votaient pas, mais ceux qui votaient pour 2 tiers à l'extrême droite et un tiers à gauche à peu près dans ce que j'avais regardé. C'est Macron qui ça a le plus desservi de toute façon. Le samedi 8 décembre, du coup le fameux 8 décembre, les médias à la base disaient que la mobilisation était en train de faiblir et que ce serait plus calme. Bilan 264 blessés, des pertes de mains ou des pertes d'œil en raison du coup des flashballs. Le saccage de l'Arc de Triomphe. 2000 interpellations. Finalement, et du coup, le 10 décembre, Macron. Ah oui, bon, je donne une prime. En fait, ce qui est flippant avec un mouvement comme les Gilets jaunes, de toute façon pour l'État, c'est qu'en fait, quand la mobilisation elle est partout, spontanée, et que tu ne peux pas contrôler le lieu où elle va se passer, c'est incontrôlable. Tu peux pas, en fait, garantir l'ordre. Tu ne peux pas garantir l'ordre. Là, il y a eu le coup du transpalette, bien sûr, hein. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est ça qui est flippant et c'est ça qui est efficace aussi. C'est vraiment le Covid qui a tué les Gilets jaunes. Le CFDT, ils sont en mode ouais, on attend de voir, pourquoi pas, mais on sait pas. Et bah, bref, hein, c'est la CFDT quoi. On la connaît l'histoire. Vous voyez, Jérôme Rodriguez, hein, le gilet jaune qui a perdu son œil, c'était le 26 janvier. Hein. Donc, ça a continué de se mobiliser et ça a continué de. C'était l'acte 11. Hein. Et à l'acte 11, Gilet jaune, il commençait à devenir nuit jaune, en mode nuit debout. Ce nuit debout aussi, c'est que ça a été quelque chose. Bon, ça a été quelque chose en mode ça a fait flipper les gens, quoi. Ça fait flipper les puissants parce que des gens juste qui investissent les places, qui vont jamais se coucher.
Moi, je suis pas sûr que la date soit... Au contraire, là, on a une date où on a déjà plusieurs grands corps de métier, professions, qui ont déjà dit qu'elles allaient faire grève en même temps. Parce que pendant les Gilets jaunes, il n'y a même pas de grève en même temps. Hein. Il me semble pas. Hein. Là, si vous avez tous les taxis, les hôpitaux et l'énergie qui fait grève, et qu'en même temps, vous avez des gens qui sont en mode Gilets jaunes corps, moi je vous dis, j'ai l'impression que là, ce que le 10 septembre, ce que c'est en train de devenir, c'est une convergence entre les Gilets jaunes et la réforme des retraites. Est-ce qu'un mouvement des places a eu des débouchés électoraux? Oui, je crois que Podemos en Espagne, non? Les hôpitaux, ça changera rien du coup. Bah, ça participera au SBEUL, hein. Les profs vont faire grève? Je sais pas. J'en sais rien. Mais après, c'est normal que vous ayez tous peur que ça floppe le 10 septembre. Mais il faut y croire. Le coup du Fenwick. Eh, mais le coup du Fenwick, moi, je trouve ça incroyable. C'est comme le gilet jaune boxeur, là. Podemos n'a jamais été au pouvoir seulement dans une alliance. Ah, mais les fachos vont ressortir, c'est sûr. Évident. Mai 68, bah mai 68, électoralement, ce que ça a fait électoralement, ça a été plus d'ordre. Ça a été une victoire de la droite, hein, derrière. Hein. Si je me souviens bien, hein, en mai 68, après mai 68, c'est la droite a gagné très largement les élections. Hein. Les gens avaient peur. Hein. Le coup des jours fériés de Bayrou, c'est le genre de truc qui peut démarrer un gros mouvement populaire comme les 80 km/h. Je pense que c'est même pas. Je pense qu'on en est même plus là. Hein. Je pense que vraiment, c'est juste les gens, ils ont plus de thunes. Ils en ont marre, ils en ont marre de la gueule à Macron sur leur télé. Putain de merde de mouche là. Le mot d'ordre du 10, c'est juste anti-Macron. Ouais, anti-Macron, anti-Bayrou. Plus d'argent, plus de démocratie. Un peu tout ça. Après, ça va être quoi en face la réaction policière? Bah, je crois qu'elle va être vénère. Hein. Ça dépend où en fait.
J'ai peur qu'elle soit plus violente que pendant les Gilets jaunes, mais elle le sera sûrement, très honnêtement. Ça l'a été pendant les retraites aussi. Annulation des limitations de vitesse sur l'autoroute, j'ai vu ça comme revendication sur Automoto. Écoute. Bah, les agriculteurs, le problème c'est que la FNSEA, FDSEA, etc., je suis pas sûr, mais bon, faut voir. La Confédération paysanne, je pense. Je prends mon cas de saisonnier, au bout d'un moment, une vis de saison, t'as plus aucune carotte. Le chômage. Une vis de saison, t'as plus aucune carotte. Le chômage, c'est la galère, t'es construit comme précaire, t'as zéro prime de fin de contrat, les salaires c'est le SMIC, oui, bah oui. Automoto, la nouvelle presse alternative révolutionnaire altermondialiste. Ah bah c'est une émission de voyage. Hein. Il pèse la Confédération paysanne, je crois que c'est le deuxième syndicat. Le troisième peut-être. Bon, le problème c'est qu'il faut savoir que la FNSEA c'est genre la moitié des voix, je pense. C'est vraiment très très lourd. Et puis maintenant il y a la coordination rurale qui s'est mis dans le bail. Eux c'est des faf. Hein. Donc écoutez, hein. Ah c'est pas les jeunes agriculteurs, les FAF, bah c'est la coordination rurale. C'est eux. Avec leur putain de bonnet là. Donc écoutez, bah, on n'a pas plus d'infos, donc à partir de là. Ah, il y a les jeunes agriculteurs. Ah oui, les JA. Oui. Je crois que la coordination rurale, c'est des FAF. Hein. Je dis pas de conneries, hein. Ouais, deuxième syndicat aujourd'hui. Il se revendique apolitique. Apolitique, mais. Apolitique, mais. Ils ont attaqué un cinéma à Limoges. Ils ont menacé Marine Tondelier. Ils font. Il se passe pas un jour sans qu'ils parlent pas de Sandrine Rousseau. Mais ils sont apolitiques.